Alors bonjour, chers internautes, chers amis du Togo. Je vais Diana de l'association Diaspora Togolaise en France, ou les Togolais de France. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Aujourd'hui, c'est le 13 janvier. Effectivement, du 13 janvier 1963 à 13 janvier 2010, voilà 47 ans que nous commémorons en tant qu'orphelin l'assassinat, la disparition tragique et prématurée du premier président démocratiquement élu du Togo, Monsieur Sylvanus Olympio. Après seulement 3 années à la tête de l'État togolais, Sylvanus Olympio fut l'objet du premier putsch militaire perpétré en Afrique. Le Togo venait de rentrer dans l'histoire malheureusement comme le premier pays africain qui mit fin à la vie de son président élu violemment et par une voie non démocratique. Cette fin prématurée continue d'influer sur la vie politique de notre pays qui n'a de cesse de soupirer vers la liberté, le respect des droits de l'homme. En ce jour anniversaire de la perte d'un grand homme, d'un combattant pour l'indépendance du Togo et de l'Afrique, l'association Les Togolais de France lui rend hommage. Ce mois de janvier 2010 est aussi marqué par l'attaque meurtrière de l'équipe nationale du football du Togo qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations en Angola. Cet événement douloureux rappelle que la sécurité demeure un facteur important de développement. Nous ne comprenons pas l'attitude timorée du gouvernement togolais face aux accusations de la CAF. Enfin, cette année 2010 sera aussi marquée par les élections présidentielles au Togo prévues pour le 28 février prochain. Merci. Je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous vous avez bien posées. Bonjour. Les élections au Togo qui vont se dérouler le 28 février prochain constituent un événement important dans la vie du Togo. Donc, on connaît à peu près les acteurs, ceux qui vont se présenter. Le président actuellement en poste, M. Faure Gnassingbé, et puis les ténors de l'opposition, M. Olympio et Aguibo Ducar. Donc, les conditions dans lesquelles les élections vont se dérouler, on ne sait pas exactement. On sait qu'il y a eu des tractations, des pourparlers, des négociations à Ouagadougou pour essayer de d'instaurer des conditions idéales, un deuxième tour qui n'a pu être fait. Donc, on attend de voir comment ça va se passer. On espère dans tous les cas qu'il n'y aura pas de violence et que les Togolais, ceux qui iront voter, trouveront bien leur nom sur les listes électorales et que tout se passera bien et que le meilleur gagnera. Sinon, mis à part ça, la diaspora togolaise peut jouer un rôle de modérateur, un rôle de sage, en ce sens que nous savons que la violence elle naît généralement de discours tenus par les différents responsables politiques. La violence elle naît aussi des fois des situations qu'ont connues notre pays, c'est-à-dire que les résultats qui ont été proclamés ne reflétaient pas la volonté réelle du peuple. Donc, la diaspora à ce niveau peut faire pression pour que effectivement il y ait un meilleur contrôle au niveau
des comptes des votes et au niveau du déroulement général des élections. Euh, la préélection sera violent, ça je ne le souhaite pas et je ne crois pas, mais on ne peut jamais prévoir parce que nous pensons sincèrement que la violence, elle est le fruit aussi des frustrations et de l'impression qu'a le peuple que le vote n'est pas le reflet de ce qui s'est passé dans les urnes. Donc, on espère que cette fois-ci, ce ne sera pas violent et qu'il n'y aura pas de morts inutiles et innocents. Quels sont les engagements concrets que vous avez pris en tant que responsable de la diaspora pour assurer le contrôle et la transparence? Ben, nous, en tant que mouvement de la diaspora togolaise, nous n'avons pas effectivement un grand poids politique hein, au niveau des élections. Nous essayons par des appels aux leaders politiques et aussi au gouvernement, nous appelons à ce que effectivement toutes les dispositions soient prises pour que il y ait le maximum de transparence. Nous avons fait des propositions en ce sens pour qu'il y ait l'envoi de délégations de la diaspora pour suivre les élections, mais ça non plus n'est pas une garantie de transparence ou de déroulement sans fraude des élections. Ben, que pensez-vous, qu'est-ce que nous pensons du retour des éperviers à la CAN? Ben, nous pensons que effectivement, suite aux événements tragiques qu'a connu l'équipe nationale du Togo, il était nécessaire que l'équipe rentre au Togo parce que les gens sont quand même, ils ont été mitraillés, ils ont subi une situation très choquante. Dans ce cas-là, en tant que compétiteur, on n'est pas à même de mettre le maillot et de défendre les couleurs du pays dans de bonnes conditions. Donc c'était bien que les éperviers soient rappelés au Togo. Maintenant, les joueurs voulaient peut-être jouer, mais je pense que ça a été une décision sage de leur dire de rentrer. Ben, quel sera le rôle de la diaspora togolaise concrètement pour ces élections? Ben, nous continuons nous sommes en contact permanent avec les divers dirigeants politiques togolais pour leur faire comprendre que ces élections seront suivies non seulement en Afrique, mais aussi ici et en Amérique. Donc il est important que le Togo offre cette fois-ci un visage plus alléchant que ce qu'il a montré jusque-là. Ford laissera-t-il le pouvoir en cas de défaite selon vous? Est-ce réaliste d'aller aux urnes? Ben, moi, je pense que si la proposition que nous avions faite avait été suivie, on n'en serait pas là. L'association que je dirige avait proposé que les élections soient reportées, qu'il y ait la constitution d'un gouvernement d'union nationale constitué de personnages compétents de toutes les couches, de tous les partis, afin de consolider dans un premier temps les institutions de la République, de travailler sur la réconciliation nationale avant cette période transitoire d'organiser des élections. Mais bon, comme les dirigeants politiques ont choisi d'y aller, maintenant, est-ce que Faure va-t-il laisser le pouvoir en cas de défaite? Ça, je ne sais pas. Toujours est-il que il y a aux dernières nouvelles 8 à 10 candidats qui se présentent pour une élection à un tour. Euh, je ne sais pas. Donc, je ne crois pas en tout cas que nous aurons à vivre les violences que nous avions vécues il y a quelques années de cela. Ça, nous en sommes, nous l'espérons très fort. Quelle sera la première décision de la diaspora après les élections si elle est transparente? Ben, dans tous les cas, la diaspora proposera soutiendra le président élu et proposera son aide hein, dans tous les sens pour
pour mettre le Togo sur de bons rails, hein. Donc ça, c'est pas la première fois qu'on le fait. On a toujours montré une disposition à apporter notre soutien, notre compétence pour le développement du Togo. Donc, l'une des premières décisions que la diaspora prendra sera effectivement de continuer dans ce sens, de voir ensemble avec les autorités togolaises comment élaborer un programme, les premiers programmes d'urgence pour sortir la population de ces souffrances. La diaspora soutient-elle un candidat? Non, il n'est pas actuellement du domaine de la diaspora de soutenir un candidat bien précis, puisque la diaspora, elle a fait un certain nombre de demandes auprès des candidats. Elle leur a demandé par rapport à leur programme, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour soulager, pour aspirer, pour répondre aux aspirations de la diaspora. La diaspora, c'est un ensemble de Togolais, des cadres, de non-cadres, d'étudiants, d'employés qui ont des préoccupations et qui ont aussi fait des demandes dans ce sens. En ce qui concerne par exemple le droit des Togolais à voter, les problèmes que rencontrent les Togolais de la diaspora, à l'instar des autres diasporas maliennes et sénégalaises par exemple, de mettre en place une structure qui pourra permettre l'investissement au Togo. Donc s'il y a un candidat qui répond à notre demande, bon, il sera en droit de voir après comment ce programme va être mis en place. Mais il n'est pas de notre ressort de dire nous soutenons un candidat parce qu'il faut soutenir un candidat, non. Qui des candidats a selon vous un programme réaliste? Ben, je pense que jusqu'ici, je n'ai pas été convaincu personnellement par le programme concernant l'implication de la diaspora. Donc, j'attends de voir un peu plus clair à l'approche des élections si un des candidats se démarquera par des propositions plus concrètes à l'endroit de la diaspora. Sinon, pour le moment, c'est un peu des généralités et un flou qui ne me convient pas personnellement, qui ne convient pas non plus à la diaspora. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la manière d'apporter l'aide aux Togolais de la part de la diaspora? La diaspora togolaise a toujours apporté une aide directe, hein, et c'est elle qui a soutenu l'économie togolaise pendant les périodes difficiles que constituait la suppression de l'aide européenne et puis même auparavant. Donc l'aide, globalement, on ne peut pas la revoir puisque c'est une aide directe qui est adressée aux familles, aux associations et qui ne peut pour le moment pas emprunter un autre canal. Donc c'est pour ça. Que peut-on dire du bilan de Fort? Est-ce un bilan positif? L'approche que nous avons de l'extérieur est un peu différente des Togolais qui vivent sur le terrain. Nous, globalement, en ce qui concerne les aspirations de la diaspora, le bilan de Fort et du gouvernement est un bilan, à notre avis, complètement négatif parce que les promesses qui ont été, les engagements qui ont été pris n'ont pas été respectés, les promesses ne sont pas respectées, l'implication de la diaspora qui constitue quand même un des chapitres importants de l'accord politique global qui a été signé à Ouagadougou est resté lettre morte. Donc, sur ce plan-là, le bilan de Fort à notre endroit est négatif. Que pensez-vous du premier tour? Ben, c'est une élection à un tour, hein, donc il n'y aura pas de deuxième tour, donc c'est la phase finale, donc on verra ce que ça donnera comme résultat. Est-ce que la diaspora ne peut pas se retrouver dans un investissement dans les domaines clés? Bien sûr que la diaspora a un certain nombre de projets qu'elle veut initier au Togo. Elle a besoin pour cela que des conditions soient remplies, qu'il y ait un encadrement sur le terrain, qu'il y ait de la part des autorités togolaises la mise en place d'une structure. Donc, il y a plein de conditions qui doivent être remplies pour que la diaspora puisse recouper son investissement dans des domaines clés. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Quel rôle pensez-vous que la diaspora puisse avoir sur la politique concrète au Togo?
Actuellement, la diaspora togolaise de par le monde n'a pas de droit de vote. Elle pèse certes économiquement, elle apporte son aide au Togo, mais politiquement, elle ne pèse pas encore puisque c'est par le vote qu'on peut peser et par les pressions qu'on peut exercer sur les gouvernants. Là, on n'a pas ce moyen de pression, donc on fait des propositions, on fait appel au sens patriotique de nos dirigeants, on leur soumet des projets en espérant qu'ils accepteront. Mais pour le moment, on ne constitue pas à proprement parler une force politique, hein. Si la diaspora attend que tout soit réglé d'abord, est-ce la bonne démarche? La diaspora togolaise n'attend pas forcément que tout soit réglé d'abord. Elle est active économiquement, elle apporte son aide, elle a toujours fait. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'elle attend quelque chose. Nous, à notre niveau, nous avons quand même pris des initiatives, initié un certain nombre de projets, fait des démarches. Nous sommes actifs, mais c'est une relation qui doit être aussi bilatérale, en ce sens qu'on ne peut pas chacun rester dans son coin et prendre des mesures. Il faut qu'on dialogue et qu'on arrive sur un terrain d'entente, de donnant-donnant, que chacun donne quelque chose en contrepartie dans ce sens-là. Le cas des militaires ne vous inquiète-t-il pas? Non, je crois personnellement que les militaires togolais sont des démocrates. Bon, la situation qu'on a connue il y a quelques années où des militaires ont massacré la population civile et ont pris et fui avec les urnes, c'est une situation assez singulière. Et jusqu'à ce jour, on ne connaît pas, si, même si on les connaît, les responsables n'ont pas été jugés. Donc, pour ces prochaines élections qui vont se dérouler le 28 février prochain, personnellement, on ne peut pas non plus dire sûrement qu'il y aura plus de bavures, mais on espère quand même que cette fois-ci, vu la médiatisation, vu les promesses qui ont été faites, que ça se passera autrement. Quel avis est-ce que nous avons de la France-Afrique? Ben, ce système occulte que constitue la France-Afrique est toujours actif, hein, donc il n'a pas disparu. Le fait que la puissance coloniale, la France, décide encore de beaucoup de choses dans nos pays est, est encore réel. Donc la France-Afrique est aussi à prendre en compte dans les élections, dans le résultat des élections qui vont se dérouler en février. Selon vous, la France soutient un candidat? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si la France soutient un candidat. Dans tous les cas, officiellement, la France est neutre et se tient en retrait et n'apporte son soutien à aucun candidat. Mais du reste, je ne veux pas m'étaler en conjecture. Je pense sincèrement que c'est le vote des Togolais qui sera déterminant, pas la volonté de la France. Mes vœux pour Monsieur Faure-Gnassingbé, c'est ce sera une liste de vœux en fait. Dans un premier temps, en ce qui concerne la diaspora, de respecter les engagements pris dans l'accord politique global qui a été signé à Ouagadougou, de mettre en place une structure qui réponde aux attentes de la diaspora, une structure qui permettra de canaliser les investissements, de permettre aussi à ceux qui ont envie, ne serait-ce que d'acheter des choses, du terrain, de promouvoir l'économie togolaise, de se sentir encadrés et sécurisés dans leur démarche. Donc, mon premier vœu serait que la diaspora soit largement représentée au niveau des instances de la République. Maintenant, au niveau des résultats des élections, mon vœu serait que le meilleur gagne et que le meilleur gouverne.
pas que le meilleur gagne et qu'il ne gouverne pas. Ce sera mon vœu le plus important aussi. Quel conseil pouvez-vous donner aux opposants pour assurer une élection transparente? Ben, moi, je n'ai pas de conseils à donner aux opposants. Ils sont sur le terrain, ils connaissent mieux que moi la situation réelle et je ne peux que les encourager à être, euh, de mettre en place des moyens de contrôle pour essayer d'éviter les fraudes, hein. Sinon, je n'ai pas de conseils particuliers à leur donner. Ils savent mieux que moi comment c'est la politique et moi, je suis juste en responsable d'une association de la diaspora togolaise en France et ma démarche consiste en quelque sorte à faire prendre en compte par les gouvernants les aspirations des Togolais et des Togolaises qui vivent ici et là. C'est ça le but principal. Donc, en tant qu'opposants, eux qui sont des hommes politiques, c'est eux qui savent mieux ce qu'il faut prendre en compte pour que le pays aille bien, pour que les élections se déroulent dans une atmosphère sereine. Êtes-vous satisfait du comportement de notre opposition? Moi, personnellement, je ne suis pas satisfait du comportement de l'opposition. L'opposition togolaise, c'est un avis personnel, hein. L'opposition togolaise se comporte généralement comme une bande d'amateurs, hein, qui se retrouvent là comme par hasard et qui n'apprennent pas des erreurs qu'ils ont commises par le passé. Donc, je ne suis pas satisfait de leur comportement. Bon, ça n'engage que moi. Le cas de Kofi Niam me convainc-il? Ben, Monsieur Kofi Niam est un Togolais à part entière qui a choisi de se présenter aux élections pour défendre son programme et éventuellement obtenir la majorité du suffrage et devenir président du Togo. Donc je pense que sa démarche est tout à fait légitime et il a un programme qu'il veut suivre s'il est élu. Donc c'est une démarche que je trouve courageuse et il a de toutes les façons toute la légitimité pour faire ce qu'il est en train de faire. Ne faut-il pas simplement refuser d'aller aux élections sans les deux tours? Euh, je pense que c'est bien tard, hein, pour répondre, pour ne pas aller aux élections, parce que la question aurait dû être posée plus tôt. Les dernières élections se sont déroulées il y a 5 ans, il y a eu les élections législatives, donc je pense que l'opposition togolaise en son ensemble a eu largement le temps de parler des élections à deux tours, de soulever aussi le problème de la constitution du Togo. Et ce n'est pas à quelques semaines ou à quelques mois de la date qui a été fixée qu'il faut maintenant commencer par faire feu de tout bois pour qu'il y ait une élection à deux tours, selon moi. Le nombre de tours n'implique pas non plus nécessairement la transparence, hein. On peut avoir une élection à trois tours et avoir des fraudes à tous les niveaux. Donc, la démarche de l'opposition togolaise qui consiste à penser qu'avec une élection à deux tours, il y aurait plus de chances de gagner est un peu, selon moi, un peu naïf, hein, je trouve, hein. C'est mon avis. S'il faut reprendre le pouvoir une fois de plus par la force, pensez-vous qu'il soit prévalable d'abandonner la politique et de laisser sa famille gérer éternellement le Togo? Je ne crois pas que M. Fornia Simbe prendra le pouvoir par la force une deuxième fois, parce que la raison qui a été évoquée la première fois, c'était que il a été mis là de force par l'armée et qu'il devait gérer une situation d'urgence suite au décès de son père. Bon, maintenant, vu tout ce qui a été fait tout ce qui a été décidé comme mesure d'apaisement, ce qui a conduit même à ce que l'éternel opposant, Monsieur Olympio, pu rentrer et séjourner à Lomé, permet de penser que
la situation globalement au Togo est apaisée et que en cas de, de résultats, au cas où l'opposition gagnerait cette fois-ci les élections, que il y aurait un transfert de pouvoir qui peut se faire, hein. C'est ce que nous espérons dans tous les cas. Comment expliquez-vous le fait qu'en Afrique francophone, le pouvoir soit pris en otage? Le pouvoir n'est pas pris en otage dans toute l'Afrique francophone. On a des pays comme le Mali, comme le Sénégal, hein, où il y a une euh, démocratie, certes jeune, mais qui fonctionne bien. On a eu des successions qui se sont passées en bonne et due forme dans ce pays. Donc, c'est pas dans toute l'Afrique francophone qu'il y a un problème avec les élections et les résultats. Donc, en ce qui concerne le Togo, c'est un cas particulier qui laisse perplexe, hein, mais que nous souhaitons quand même qu'il ne sera pas éternel. Comment expliquez-vous le fait qu'en Afrique francophone, le pouvoir soit pris en otage? Bon, j'y ai répondu. Que pensez-vous du cas de Dadis Camara? Ben, Dadis Camara a accédé au pouvoir dans les conditions qu'on connaît, suite au décès de feu monsieur le général Lansana Kanté. Euh, il n'y avait pas, à mon avis, de successeur désigné euh, à monsieur Kanté. Monsieur Kanté était lui-même pas forcément un démocrate, donc monsieur Dadi Camara avait pris le pouvoir, à mon avis, pour gérer une situation de transition. Donc, on est encore dans cette situation-là. Il avait promis d'organiser, de permettre l'organisation d'élections transparentes pour devant amener au pouvoir un président démocratiquement élu. Donc, on est toujours dans cette logique-là. Bon, le fait qu'il ait envie de se présenter lui-même ou pas, si c'est des rumeurs, bon, on attend de voir, hein, comment ça va vraiment se dérouler. L'UFC et le CAR ne doivent-ils pas s'unir? Les opposants en général ne doivent-ils pas s'unir pour avoir plus de chances? Euh, L'idéal serait que l'UFC et le CAR s'unissent, hein. Ils s'unissent aussi sur un programme, qu'ils proposent un programme au peuple et qu'ils taisent leurs querelles intestines, qu'ils taisent les, les querelles de personnes et qu'ils se concentrent sur la volonté du peuple qui veut qu'il y ait une alternance politique au Togo. C'est ça l'idéal, mais est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. La question doit être posée aux états-majors de ces deux principaux partis politiques, hein. Parmi les priorités de la diaspora, est-ce le vote? Non, c'est pas le vote qui est prioritaire. Bien sûr que le vote des Togolais de la diaspora est essentiel, en ce sens que nous sommes des citoyens à part entière. Nous appartenons à la sixième région du Togo. Nous apportons une ère colossale à notre pays. Nous témoignons et nous avons toujours témoigné de notre patriotisme dans toutes les situations. Donc, logiquement, nous devrions avoir le droit de vote. Ce droit de vote, le Togolais de la diaspora l'avait eu, mais qui leur a été enlevé suite à certaines démarches de l'opposition elle-même. Donc maintenant, notre combat est de pouvoir peser sur la vie politique du pays par le vote. En outre, nous espérons qu'il y ait la mise en place, comme je l'ai toujours dit, des conditions, des dispositions et d'une structure qui doivent permettre aux Togolais de la diaspora qui ont envie d'investir, de faire un transfert de compétences au Togo, de le faire d'une manière sécurisée. C'est ça, selon moi, les priorités de la diaspora togolaise. Croyez-vous à une issue favorable après le 28? Issue favorable dans quel sens? Dans le sens d'une prise en compte des aspirations de la diaspora togolaise. Si j'y crois, je l'espère dans tous les cas. Est-ce que s'il faut gagne également, on peut dire que la démocratie est en marche ou bien il faut nécessairement une alternance?
Ben, si M. Faure gagne les prochaines élections d'une manière transparente, ben, il aura gagné, hein, on n'aura pas besoin de parler d'alternance. Mais on parle d'alternance en ce sens que les élections qui se sont déroulées jusqu'ici au Togo ne se sont pas passées dans de bonnes conditions. C'est des élections qui se déroulent quand on voit des urnes qui sont votées, qui sont volées, quand on voit des gens qui sont massacrés. Ce n'est pas des élections transparentes ou du moins démocratiques. Donc, si cette fois-ci tout est fait en bonne et due forme, qu'il n'y a pas de fraude et que M. Faure est élu, ben, il sera élu pour diriger tous les Togolais. Il n'y aura pas question. Ce sera l'alternance dans ce cas-là. Quelles sont les mesures économiques les plus importantes à prendre au Togo? Euh, Nous pensons qu'un plan d'urgence doit être voté, qui doit prendre en compte les problèmes urgents, les problèmes de santé publique, parce que les hôpitaux du Togo sont devenus des mouroirs. Les problèmes d'infrastructure, les routes du Togo sont dans un état assez piteux. Il doit prendre en compte l'éducation, qui est quand même un facteur important dans la vie d'un peuple. Et donc, des mesures urgentes doivent être prises qui doivent couvrir, selon moi, les 100 premiers jours. Monsieur Viana, Premier ministre de Fort, qu'en pensez-vous? Non, je n'ai ni les compétences ni les nerfs pour pouvoir être Premier ministre du Togo. Je suis juste un membre d'une association qui essaie d'apporter sa contribution par des propositions et des projets au développement du Togo. Mais je ne me vois pas Premier ministre parce que je n'en ai pas j'ai pas l'étoffe, j'ai pas non plus les compétences, j'ai pas les nerfs pour le faire. Si fort vous conviez dans son prochain gouvernement. Si je suis convié dans un gouvernement, ce sera pour mener des actions compte tenu de mes compétences. Ce ne sera pas juste pour être là et représenter ma seule personne. Et il faut forcément que ce soit dans le cadre d'un programme précis et qu'il soit soumis à la volonté populaire. Dans tous les cas, si je dois faire partie d'un gouvernement, ce sera aussi à l'association de statuer là-dessus pour voir si effectivement j'ai les compétences pour le faire. Si je n'ai pas les compétences, ben, je resterai là où je suis, continuer par apporter ma contribution au développement du Togo. Vous ne pensez pas repartir un jour au Togo pour son développement? Bien sûr, la volonté de la majorité des Togolais de la diaspora est de repartir au Togo, d'investir, de mener des projets. Mais encore une fois, il faut, avant d'abandonner ce que nous avons mis du temps à construire ici, il faut un certain nombre de conditions sur le terrain. Il faut que ces conditions soient réunies, il faut que les aspirations que nous défendons soient prises en compte. Et graduellement, nous allons forcément repartir et contribuer sur le terrain directement au développement du Togo. Pourquoi ne pas penser à réunir la multitude des associations togolaises qui existent en France? Bien sûr que les démarches ont été faites depuis même avant 2005 pour une réunion ou une réunification des associations, mais on peut tout autant parler plutôt de fédération ou de coopération parce que les associations ne poursuivent pas forcément les mêmes objectifs, hein. Il y a des associations qui se battent beaucoup plus pour qu'il y ait un changement politique au Togo. Il y a d'autres qui militent beaucoup plus sur le plan humanitaire, mènent des actions sur le terrain, euh, qui envoient des choses, qui construisent des latrines, des infrastructures dans les villages. Donc, les associations ne poursuivent pas forcément les mêmes objectifs. Donc, celles qui poursuivent par contre les mêmes objectifs, elles peuvent ben, se réunir et essayer de créer une synergie
et avoir beaucoup plus d'efficacité au niveau des actions qu'elle mène sur le terrain. Quels sont les vœux que vous adressez à Monsieur Olympio pour 2010? Ben, mes vœux pour Monsieur J-Chris Olympio sont d'abord une bonne santé pour 2010 et puis mes vœux aussi euh, de sympathie, puisque aujourd'hui, le 13 janvier constitue la- le jour anniversaire du décès de son père. Donc, nous rendons hommage au premier président démocratiquement élu du Togo et nous témoignons notre sympathie à monsieur Gilles-Christ Olympio. Mes autres vœux seraient de tenir un langage conséquent aux militants pour éviter la violence sur le terrain, pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions, pour qu'il n'y ait pas de morts innocents et pour que les militants puissent exercer sur le terrain le contrôle nécessaire pour qu'il n'y ait pas de fraude. Lorsqu'on parle de la diaspora, on oublie ceux qui sont en Afrique. Que faut-il faire pour unir toutes les forces extérieures pour le développement du Togo? En fait, effectivement, quand on parle de la diaspora, on parle aussi des Togolais qui sont en Afrique. Nous avons initié ou mis en place un certain nombre de projets. Le plus important, c'est le projet d'organisation d'un forum des Togolais de l'étranger ou de la diaspora qui devrait réunir normalement toutes les diasporas pour qu'on puisse développer nos programmes, nos actions, dans quel sens nous aimons amener le mouvement de la diaspora. Malheureusement, ce projet n'a pas encore été réalisé, mais on travaille dessus pour que, effectivement, les diasporas togolaises en Afrique et en Europe, en Amérique puissent se réunir et mettre en place ensemble une stratégie de développement et d'apport concret et efficace à notre pays, le Togo. Le peuple togolais a-t-il oublié la douleur infligée par Monsieur Faure? Non, je ne peux pas dire que le peuple togolais a oublié la situation des dernières élections où il y a eu beaucoup de morts. Il y a des familles qui ont perdu leurs enfants, leur papa, leur mère ou leurs frères. Mais en même temps, nous nous inscrivons dans une démarche de réconciliation. Ça veut dire que les différents acteurs économiques, et politiques doivent se réunir au sein d'un forum et discuter des voies et moyens à exercer pour que ces événements douloureux ne minent pas la marche en avant de tout un peuple, de tout le peuple togolais. Ce qui s'est passé est terrible. On n'en revient pas là-dessus, on ne peut pas oublier la douleur, hein. Mais il y a un certain nombre de mesures à prendre. Nous avions proposé par exemple que les familles soient dédommagées, les familles qui ont perdu leurs membres puissent avoir des aides conséquentes, qu'il y ait un suivi psychologique. Et puis, nous avons tout le temps euh, nous avons toujours demandé à ce que les responsables de ce carnage soient jugés et que cette situation d'impunité ne reste pas. Mais jusqu'ici, rien n'a été fait concrètement. Donc, nous maintenons notre demande et demandons aux responsables politiques de prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas le domaine de la diaspora togolaise de faire la politique ou d'exiger que des gens soient traduits devant les tribunaux. C'est du ressort des partis politiques qui sont sur le terrain, qui militent. C'est à eux de faire les démarches nécessaires. Nous sommes dans un cadre fédérateur où euh, nous focalisons sur les mesures à mettre en œuvre pour que le Togo soit développé, pour que la souffrance des populations soit atténuée. Donc, c'est deux domaines assez différents selon moi. Comment entrer en contact avec le Bureau mondial de la diaspora togolaise? Le bureau de la diaspora, il y a la M2TE qui est le mouvement de la diaspora togolaise en France,
qui a un site web, je pense, hein, qui est disponible. Donc, je pense que euh, sur leur site, il y a les coordonnées des responsables de cette association. Pour quelles raisons la diaspora n'a plus tel le droit au vote? Pouvez-vous nous rappeler? Ben, c'était la diaspora togolaise en général a perdu son droit de vote suite, je pense, hein, à la conférence nationale où pour organiser des élections et pour éventuellement éviter les fraudes, l'opposition avait demandé à ce que le vote des Togolais de l'extérieur ne soit pas pris en compte. Donc c'était une démarche de l'opposition dans le temps. Si aujourd'hui on est dans cette situation, eh ben, c'est pas dû au fait que les autorités en place ne voulaient pas, au contraire, mais c'était dans le souci de fermer la porte aux fraudes et dans ce sens que la diaspora togolaise a perdu son droit de vote. Pensez-vous que l'Europe a une politique à deux vitesses? Pour le cas de la Guinée, le monde a été alerté et ce silence pour le Togo, le Gabon ne vous reborde-t-il pas? Bien sûr que l'Europe a une politique à deux vitesses. Quand il y a eu le massacre au Togo, il y a eu plus de 500 morts, il y a eu des rapports de diverses institutions de défense des droits de l'homme. L'Europe n'a pas réagi comme elle réagit maintenant dans le cas de la Guinée. Donc, c'est effectivement une politique à deux vitesses. Et dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les Togolais, ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, hein, et la démocratie qui doit ou qui était en train de se faire, qui est en train de se faire au Togo, ne doit compter que sur les Togolais d'abord. Et les négociations qu'ils vont faire à Ouagadougou ou je sais pas où, je pense que les Togolais sont en mesure de s'asseoir et de discuter et de régler leurs problèmes eux-mêmes plutôt que d'aller tout le temps aller taper, frapper à la porte dans des endroits différents. L'Europe défend ses intérêts et ses intérêts ne correspondent pas forcément aux intérêts des populations togolaises. Donc on ne peut pas attendre de l'Europe qu'elle ait une attitude toujours conciliante ou compréhensive à l'endroit de la population togolaise. En ce qui concerne le Gabon, je ne sais pas trop parce que je pense selon moi que du moment où j'ai pas le degré d'information nécessaire pour prendre position, je ne veux pas m'aventurer dans des suppositions sans fondement. Les élections qui se sont déroulées au Gabon, ben, elles ont été contestées. Il y a eu, je pense, un recomptage des voix et le résultat a confirmé l'actuel président au pouvoir. Donc, je n'ai rien de plus à dire là-dessus, hein. L'Afrique peut-elle espérer à une meilleure gestion de ses risques selon vous? Euh, Bien sûr que l'Afrique peut plus et que l'Afrique a les compétences et a les moyens de s'autogérer, hein. Nous n'avons pas toujours besoin de compétences externes, euh, ni qu'il y ait des coopérants qui viennent nous apprendre ce que nous devons faire. L'Europe ici est, le paysage de compétences est fait de blancs, de noirs, d'Africains comme d'Européens. Donc nous avons les compétences pour gérer, pour mettre en œuvre une meilleure gestion, pour mettre en place une meilleure gouvernance, selon moi. Ne pensez-vous pas l'opposition s'occupe plus des intérêts personnels que ceux du peuple? Effectivement, je pense que l'opposition togolaise ne pense pas l'opposition traditionnelle selon moi, hein, l'UFC, le CAR euh, et même le RPT, hein, ils sont plus ancrés dans une logique de défense des intérêts de leur parti plutôt que de prendre en compte les aspirations du peuple togolais dans son ensemble. Donc, effectivement, c'est les intérêts de parti qui sont défendus par l'intérêt du peuple.
Une pensée pour les Haïtiens en ce jour de douleur. Oui, nous avons une pensée pour le peuple haïtien dans ce terrible tremblement de terre et les dégâts qui sont causés. Ils ont toute la sympathie de l'association, des associations de la diaspora togolaise et nous essaierons de nous mettre en contact avec les associations haïtiennes ici et apporter notre aide pour soulager les populations haïtiennes sur le terrain. Sur le Gabon, il y a eu recomptage des voix, mais pas comparaison avec les procès-verbaux de l'opposition. Toujours pas de commentaires. Je ne veux pas trop m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas bien. J'aimerais plutôt parler des questions qui touchent les élections au Togo et dans d'autres pays où j'ai le maximum d'infos pour affirmer les choses, hein. Sur le Gabon, l'information dont je dispose ne me permet pas de mettre en doute le résultat final. Que pensez-vous d'un gouvernement d'ouverture, l'opposition qui rallie fort après les élections? Ben, notre démarche a toujours été, dans un premier temps, d'organiser, de consolider d'abord les institutions de la République. Ça ne sert à rien d'aller aux élections avec des institutions qui ne sont pas fiables. Plutôt que d'aller aux élections, la démarche aura été de mettre en place un gouvernement d'union nationale qui sera chargé et de consolider les institutions de la République et en même temps de mettre en place toute une procédure et de préparer la situation, de préparer la population togolaise à la réconciliation, à la vraie réconciliation, pas celle qui est orchestrée, celle qui a un peu un caractère médiatique plutôt que caractère honnête. Donc, si après les élections maintenant, il y aura un gouvernement d'ouverture, ben pourquoi pas? Ça dépendra de celui qui sera élu, hein. C'est à lui de voir s'il veut euh, aller dans le sens d'une certaine continuation en termes de réconciliation ou s'il veut conserver les acquis du parti. Dans le même sens que Franck, êtes-vous d'accord sur le boycott du gouvernement par l'opposition? Je crois sincèrement que c'est une décision politique que les partis doivent prendre. Moi, à leur place, je ne continuerai pas la politique de la chaise vide, hein. C'est cette politique-là qui a conduit l'opposition dans une situation actuelle, qu'elle est devenue une opposition de contestation, mais qui n'a pas l'expérience du pouvoir. Donc, à vouloir jouer tout le temps l'opposition qui ne veut pas, qui conteste tout et qui n'a pas l'expérience du pouvoir, on s'égare. Est-ce qu'un gouvernement d'union nationale euh, serait la solution? Ben ça revient encore une fois à celui qui sera élu. Nous avons proposé le report des élections actuelles qui vont avoir lieu le 28 février, la constitution d'un gouvernement d'union nationale qui sera composé de personnalités compétentes, vraiment compétentes, hein, du Togo, des- même des compétences qui ne font pas partie de, de quelques groupes politiques pour mettre le Togo sur les rails et consolider les institutions. C'est la position que nous avons faite. Maintenant, s'il y a des élections qui vont se tenir le 28 février et qu'un parti gagne, ce sera au parti de décider, hein, comment il compte mener l'action globale, l'action politique. Lorsque l'UFC dit qu'ils ont assez de compétences pour gouverner seuls, qu'en pensez-vous? Moi, je crois sincèrement qu'actuellement, aucun parti togolais ne peut prétendre vouloir gouverner seul avec toutes ses compétences. Dans un premier temps, il faut que, quel que soit le gagnant, qu'il y ait une constitution d'un gouvernement
d'ouverture avec des compétences, qui ne soient pas forcément les membres de partis politiques. L'UFC dit qu'il a assez de compétences pour gouverner seul. Ben, ça, j'en doute fort. Ben, ça n'engage que moi. Que pensez-vous de la candidature de Kofi Nyanyam? Je le perçois illégitime ayant servi un autre pays qui plus est la France. Ben, je l'avais dit tout à l'heure que M. Kofi Nyanyam est un Togolais à part entière et qu'il a le droit de se présenter aux élections. Il y a des conditions à remplir, il y a un certain nombre de points qui seront vérifiés par l'organe qui gère les candidatures. Ben, si cet organe pense que M. Yam est légitime pour se présenter, ben, pourquoi pas. En même temps, le fait qu'il ait servi la France ne constitue pas forcément un désavantage. Il a l'expérience du pouvoir, il a des contacts dans le milieu français. Ben, s'il pense que il peut s'appuyer sur ces avantages-là pour gouverner mieux le Togo, ben, je pense, moi, que c'est son droit de le faire, hein. Pourquoi ce serait illégitime qu'il serve son pays? C'est aussi bien son pays, le Togo, que la France qui l'a servi, hein. Y a-t-il une opposition forte au Togo selon vous? Moi, personnellement, je considère que l'opposition togolaise actuelle, telle que je la vois, elle a besoin d'un rajeunissement. Parce que quand je vois que depuis plusieurs années, le rajeunissement se fait plus du côté du parti au pouvoir, le RPT, que dans les partis dits de l'opposition, je doute fort qu'il y ait une certaine force parce que, qu'on le veut ou pas, quand on a 60 ans, on n'a plus la même force que quand on en a 20 ou 30. Donc la force de l'opposition ne repose pas forcément sur les personnes qui les gouvernent, mais sur la population. Mais l'opposition togolaise dans son ensemble, j'exclus de cela les nouveaux partis qui sont venus s'ajouter. L'opposition togolaise a fait preuve d'un certain amateurisme pas possible depuis le temps et elle doit se renouveler, elle doit se rajeunir seulement. Comment appuyer un argumentaire qui dénigre la France-Afrique avec son background? Euh, Monsieur Kofi Nyam a servi la France et il a choisi maintenant de servir le Togo. Je pense que, je crois sincèrement que Kofi Nyam est bien intentionné à l'endroit du Togo et avoir la France, au sein de la France, il y a la France-Afrique qui est un canal, un canal, je dois dire, inofficiel qui ne met pas non plus disons que ce canal-là, c'est un canal officieux et on peut entretenir des rapports normaux avec la France, hein, et puiser dans son expérience pour essayer de contrecarrer les effets négatifs de cette France-Afrique. Donc en ce sens, je pense que M. Kofi Nyam est quand même assez bien doté pour faire du bon travail, hein. Si par derrière il a d'autres intentions, moi je ne sais pas, mais je crois que M. Kofi Nyam est un Togolais à part entière qui a servi la France et qui maintenant a choisi de défendre un programme pour gouverner le Togo. Si la population togolaise le juge convaincant et apte, ben pourquoi pas. Nous sommes là pour juger sur les actes qui sont posés et sur les actions qui seront menées à l'endroit de la diaspora togolaise. Est-ce qu'il faut nécessairement être au pouvoir pour aider son peuple? Non, effectivement, il ne faut pas nécessairement être au pouvoir pour aider son peuple, hein. Ça, nous l'avons dit plusieurs fois et les actions que nous menons s'inscrivent aussi dans cet esprit-là. Mais le peuple a aussi été un peu mal éduqué. On a toujours fait croire au peuple que c'est en étant au pouvoir ou c'est en ayant la magistrature suprême qu'on peut exercer des actions.
Certes, le président de la République a des pouvoirs étendus, il peut orienter la politique du pays, il peut influer sur beaucoup de choses, mais en même temps, il y a les associations, il y a les organismes non gouvernementaux, il y a les institutions autres que le gouvernement qui peuvent apporter efficacement et concrètement leur contribution au développement du Togo. À quand un candidat soutenu par toute la diaspora togolaise? N'avez-vous pas envie de servir le Togo par la magistrature suprême? Moi, je pense que la diaspora soutiendra un candidat sur son programme et pas sur sa physionomie ou sur le fait qu'il ait vécu ou passé quelques années euh, en dehors de son pays. La diaspora est une entité, elle a des aspirations et elle défend aussi quelque part ses intérêts. Elle veut bien que ses aspirations soient prises en compte. Et donc le candidat ou la candidate qui prendra en compte ses aspirations et qui donnera les gages nécessaires pour être cru, ben, la diaspora le ou la soutiendra. Je suis citoyen gabonais, d'où mes interrogations. Les programmes des candidats sont-ils connus ou allons-nous une nouvelle fois vers une simple élection sur l'émotion? Nous avons pris la peine de consulter ou de regarder un peu les programmes des candidats, de certains candidats, mais sans vous mentir, je trouve certains programmes assez légers, en ce sens que les orientations ne sont pas clairement définies et ben, on continue par prendre le peuple pour inintelligent, quoi. Donc, il est temps quand même que les candidats soient un peu plus sérieux, qu'ils présentent un programme réaliste et concret et qu'ils se fassent voter sur ce programme-là. Sinon, c'est toujours l'émotion qui demeure, c'est l'appartenance à telle ou telle ethnie ou c'est l'appartenance à telle ou telle région du pays et je trouve cela dommage pour la démocratie. Que demandez-vous aux communautés africaines en ce moment d'élection? Ben, nous demandons que les communautés africaines nous aident à médiatiser le maximum possible ces élections pour qu'elles nous apportent leur soutien, qu'elles nous apportent leur expérience surtout hein, sur le rôle que la diaspora togolaise peut tenir pour que cet événement ne se transforme plus comme il y a quelques années en un massacre ou en un dénigrement pour notre pays. Donc, en ce sens, nous comptons beaucoup sur l'expérience des communautés, des autres communautés pour apporter une aide plus efficace, pour exercer la pression qu'il faut sur les élections qui vont se dérouler le 28 février au Togo. On vous sent remonter contre l'opposition et le pouvoir en place. Quelle alternative proposez-vous? Je suis remonté parce que je pense que les dirigeants politiques en général, c'est l'impression que j'ai, ne prennent pas en compte les aspirations du peuple togolais. C'est comme si le pouvoir constitue une sorte de trophée en soi qu'ils s'acharnent à gagner et dès qu'ils l'ont, ils oublient l'essentiel. C'est pour ça que je suis remonté. L'alternative que je propose, c'est qu'il y ait des dirigeants un peu plus consciencieux ou bien qu'ils comprennent enfin que il ne s'agit pas juste de conquérir le pouvoir pour le conquérir, l'avoir et en faire ce qu'on veut, mais on est au pouvoir pour servir le peuple, euh, pour atténuer les souffrances des populations, pour mettre en place des programmes viables, pour mettre à la disposition des populations des infrastructures nécessaires pour que leur quotidien soit moins pénible qu'il l'est actuellement. C'est ça la raison principale pour laquelle nous sommes remontés contre les gouvernants et contre ceux qui jouent actuellement dans la cour géopolitique togolais. Notre rôle en tant que diaspora n'est-il pas d'éveiller les consciences au sens du rappel de l'histoire de l'Afrique? Comment pouvons-nous construire notre futur sous le paradigme occidental?
Je pense que nous pouvons construire l'avenir en prenant en compte plusieurs paramètres. Nous avons certes notre culture propre africaine, mais nous pouvons aussi profiter de la culture occidentale que nous côtoyons, que nous avons côtoyé, et nous pouvons tirer des éléments bénéfiques pour le développement de notre continent. Donc, on ne peut pas juste dire nous allons maintenant tout rejeter de ce qui est de la culture occidentale et nous rappeler de l'histoire africaine et balayer les apports positifs de la culture occidentale. Donc, je pense que nous pouvons tirer le maximum et ne pas oublier surtout que nous sommes originaires de l'Afrique. Nous avons bien sûr notre culture, nous avons notre environnement, nous avons notre économie, mais nous pouvons aménager tout ça pour qu'il y ait une sorte de mixité, une sorte de mélange bénéfique pour le continent. Le renouvellement de la classe politique était l'une des solutions pour notre sortie de crise. C'est une solution, je crois, parce que lorsque j'ai en face de moi, euh, si moi je suis à la place je ne sais pas, des jeunes du parti politique RPT par exemple, qui ont la quarantaine, qui ont en face d'eux encore ceux qu'on appelle vieux de la soixantaine et 60 et plus, moi je ne les prenais pas au sérieux. Le jeu politique demande que, à un moment donné, ceux qui ont fait leur temps puissent passer la main, qu'ils puissent préparer le renouvellement, mais c'est pas le cas. Donc ça représente une solution en ce sens qu'avec de nouvelles idées, avec de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de voir les choses, la politique dans son ensemble tire grand profit. Les deux ne sont pas inconciliables, mais nous n'avons pas encore pris en compte notre propre paradigme. C'est le sens de ma question. Notre premier obstacle, c'est l'oubli de notre histoire, d'où un sentiment général et objectif d'infériorité face aux autres peuples. Qu'en pensez-vous? Euh, c'est clair que sur le plan de l'éducation que nous avons reçue, n'a pas été assez mis, l'accent n'a pas été assez mis sur la culture, sur notre origine, sur notre histoire, ça c'est clair. Mais je pense que la tendance se renverse en ce sens que nous qui sommes actuellement ici, qui avons appris quand même à faire la part des choses entre ce qui est notre culture, ce qui est du domaine de l'assimilation et notre régime propre, nous avons acquis une expérience dont nous pouvons faire profiter la population, en ce sens que il est nécessaire que les populations africaines comprennent que l'Afrique est un continent à part entière avec ses compétences, avec sa culture, avec son histoire, et que nous ne sommes pas inférieurs aux autres peuples ni aux autres cultures. Donc ça, c'est à travers l'éducation de nos petits frères, de nos enfants, que euh, ça deviendra une conviction pour chaque Africain qui ne se sent pas obligé de venir forcément en Europe pour se sentir compétent ou se sentir un homme. Donc sur ce plan, je suis d'accord avec vous. Croyez-vous en l'Union africaine? Pensez-vous qu'elle soit capable d'imposer la transparence? Je pense que l'Union africaine, c'est une démarche pour le moment qui a besoin de faire ses preuves, qui s'inscrit dans le temps et qui produira peut-être des fruits un peu plus tard. Mais là, actuellement, on ne peut pas en attendre beaucoup, hein, beaucoup de choses, parce que déjà les États pris séparément n'ont pas encore réussi à mettre en place tout ce qu'il faut pour que les citoyens se sentent vraiment membres de la communauté, se sentent vraiment euh, comment dire, citoyens de ces pays-là. Donc, euh, la nation togolaise, par exemple, n'est pas encore si solide que ça. Les citoyens togolais
se considèrent d'abord comme membres d'un groupe ethnique avant de se considérer comme Togolais. Donc il faut que ce travail-là soit fait dans les différents pays qui vont faire partie de l'Union africaine et après, ce sera l'étape suivante qui constituera la mise en place de cette Union africaine. Sinon, moi, je pense qu'actuellement, cette Union africaine, c'est plus une union démagogique qu'autre chose. Croyez-vous en lui? Bon, voilà. Donc, j'ai répondu à cette question. Que pensez-vous de Magap TV et quels sont vos vœux pour notre structure? Je trouve que Magap TV est une télévision qui est appelée à progresser. Elle fait du bon travail en permettant, par exemple, de débattre sur des sujets qui touchent à notre vie quotidienne, qui touchent à notre continent, et je crois que c'est une démarche très intéressante, très encourageante. Donc, mes voeux à l'endroit de MyGap TV sont les voeux de développement, de progrès pour que MyGap TV puisse avoir un studio avec des caméras où nous passerons même débattre et essayer de trouver ensemble des solutions aux problèmes contemporains. Que pensez-vous de la mise en place d'une nouvelle monnaie étalonnée, le franc CFA, sur un panier de monnaie et non exclusivement l'euro via le franc? Ben, je pense qu'il y a plusieurs pistes hein, pour le franc CFA. Bon, en l'état actuel, moi personnellement, je pense que c'est pas une situation satisfaisante, mais il faut que nous réfléchissions, que les États africains réfléchissent à avoir leur propre monnaie aussi, hein, qui ne soit pas forcément euh, comme c'est le cas pour le franc CFA, étalonné sur l'euro, mais qu'il soit plutôt basé sur la force économique que représente quand même le continent africain, l'économie africaine. Comment concilier la défense des intérêts de nos pays avec des gouvernements illégitimes? Ben, c'est difficile dans un sens parce que si un gouvernement est illégitime, il n'a pas le soutien du peuple, il n'a pas le soutien de toutes les compétences du pays. Mais en même temps, le fait qu'il y ait un gouvernement illégitime ne doit pas empêcher les forces vives, les bonnes volontés de travailler au bien-être des populations. Mes conclusions, ben, mes conclusions sont que d'abord de remercier MyGap TV de m'avoir offert cette rubrique pour débattre sur des sujets qui touchent principalement le Togo et l'Afrique, qui touchent les élections prochaines et aussi en ce jour anniversaire du décès du premier président du Togo. Je formule le vœu que les élections se dérouleront pacifiquement au Togo. Je formule le vœu que l'année 2010 permettra un renouveau au Togo qui permettra une vraie réconciliation et permettra une réelle prise en compte des aspirations de la diaspora togolaise et permettra aussi un véritable développement de la communauté africaine en exil et des populations togolaises et africaines aussi en général. Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir.